Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la troisième vidéo et la dernière sur les petits débriefs des épisodes cultes de Prime Video sur les To Be Free. Et donc c'est la dernière où dans cette vidéo on va parler de l'épisode 5 et 6 qui sont mes deux épisodes favoris pour plein de raisons particulières. Et je profiterai aussi pour revenir sur en conclusion sur tout ce que j'ai aimé sur cette série, les points négatifs, les points positifs. Donc l'épisode 5 il commence, je crois que c'est l'épisode le plus nostalgique. Il y a plein de rêves avec ce qu'on a vécu en tant que fan, et pour moi vraiment le 5 et le 6 c'est vraiment les deux meilleurs épisodes, et le 5 vraiment c'est un banger quoi. Et la scène d'intro elle m'a fait... En fait c'était très perturbant la scène d'intro, tu vois une petite fille marcher dans la cour d'école, qu'elle a l'air triste, qu'elle a l'air renfermée sur elle-même, et à tel point j'ai l'impression que c'était une scène un peu en trompe-l'œil, parce que j'ai cru, je vous jure, quand j'ai mis l'épisode en route et que j'ai vu la petite fille marcher comme ça, j'ai cru au début que c'était une pub, genre, comment on dit, tu sais, un spot, une campagne de pub pour le harcèlement scolaire de l'éducation nationale. J'ai cru que c'était ça, genre c'était filmé comme un spot publicitaire contre le harcèlement. J'ai dit, attends, c'est sur le début, je me suis dit, mais attends, j'ai pas, normalement, dans mon abonnement Prime, il n'y a pas les pubs, je comprends pas pourquoi il y a un spot de pub comme ça. Et après, quand tu comprends que c'est bien la série qui s'est lancée, et en fait que c'est une petite fille qui, justement, par le pouvoir de la musique, on va dire que dès qu'elle écoute les To Be Free, elle change complètement, elle devient rayonnante et tout, et tu dis, waouh, c'était super bien amené, parce que vraiment, t'as l'impression que c'est une scène, ouais, en trompe-l'œil, quoi. T'as l'impression vraiment que c'est une campagne de pub contre le harcèlement, et en fait, non, c'est vraiment la scène. Et c'est pour t'expliquer le pouvoir de la musique que ça procure quand t'es pas bien, et t'écoutes de la musique et ça va beaucoup mieux. Et c'était une trop belle scène. Ça m'a fait trop penser aussi à... En fait, quand tu vois cette scène que t'as été fan, ça te rappelle cette époque-là, tu t'identifies à la petite fille, tu te dis, ah mais j'étais comme ça moi quand j'étais petite. Parce que le cœur de cible des To Be Free, c'était les gens de ma génération, c'était des filles qui avaient entre 10 et... Allez, on va dire que le gros cœur de leur public, à leur pleine période, le summum où ils étaient, enfin, on va dire en 97, où c'était vraiment le pic de leur gloire, c'était les 10-15 ans. C'était ça le gros public, allez, ça représentait 70% des fans, c'était ça, c'était des gamines qui avaient entre 10 et 15 ans, on va dire. Et je me suis trop identifiée à cette petite fille. Quand tu la vois écouter les chansons des To Be Free, qu'elle est trop contente, mais je me suis vue elle y a 30 ans quoi. Elle était magnifique cette scène. Et dans l'épisode 5, c'est le fameux épisode où il y a le Hit Machine. Mais il y a que des bons trucs dans cet épisode. L'épisode 5, ça change scène vraiment tout le temps. T'as que des trucs très très connotés à l'année 90. Le Hit Machine, ça a été Hit Machine et Fan 2, on les voit les deux émissions dans l'épisode. C'était le rendez-vous du samedi, c'était une époque où t'avais pas de replay, donc je peux t'assurer que le samedi matin t'étais devant la télé. Et ils ont reçu les stars du monde entier, le Hit Machine, donc c'était une super belle scène avec des petits trucs qui sont très subtils, genre la chorégraphie que les garçons font, il n'y allait même pas que la vraie chorégraphie des To Be Free, c'est-à-dire qu'ils ont poussé le détail à fond, c'est-à-dire que les acteurs ont dû apprendre une chorégraphie où il y a des similitudes avec les vrais pas des To Be Free, donc quand tu le captes, mais t'es trop contente. Moi quand j'ai vu la petite... quand ils avaient poussé le clin d'œil comme ça jusqu'à la choré, je me suis dit, ah oh la vache, ils ont bien bossé. Et il y a un truc qui était très drôle, à un moment donné ils se rendent compte qu'ils font du playback, parce que c'était une époque où ils étaient obligés de faire du playback. Ça c'est quasiment dans toutes les émissions de l'époque, les conditions permettaient pas le live, donc tout était en playback. Et pourtant, c'était à un moment donné d'ailleurs le personnage de... Je crois c'est plus c'est Adèle ou Philippe qui dit dans la série, il a dit ah bah super, on est en playback alors qu'on s'est embêté à prendre des cours de chant, qu'on a chanté et tout. Et ça, c'est exactement dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'il y a une petite vidéo sur, je crois que c'est sur YouTube, où tu les vois chanter à cappella, mais c'était quand même des bons chanteurs. Hein. Tu te dis, ils savaient quand même chanter, donc c'était marrant le petit clin d'œil. Et à un moment donné, dans la séquence où ils font le Hit Machine, où Philippe fait une acrobatie, et puis après c'est Adèle et Fon qui le reproche de faire le show entre guillemets, genre en mode
pourquoi t'as fait ça alors que ça faisait pas partie de la chorégraphie? Bah ça c'est calqué sur un vrai passage télé. Alors je sais pas s'ils se sont inspirés de ça, mais il y a un extrait, je vous mettrai au montage. Il y a un extrait, je crois que c'est Tapis Rouge avec Michel Drucker, et tu vois, ils sont en train de chanter Tu bifu ou Partir un jour. Ils font une choré et ils font la choré. Ça, Franck et Adèle ils font la choré, et Philippe, à un moment donné, pendant la prestation, il fait un salto. Comme ça lui prend. Et en fait, c'était vraiment ça, c'est-à-dire qu'il savait que il avait sa tatou du salto arrière, il le faisait sans problème comme ça, et puis on dirait qu'il avait pas peur, il le maîtrisait parfaitement et ça faisait partie du truc, il savait qu'il était filmé, il savait que ça allait faire sensation aux caméras. En fait, Philippe, il avait le truc, il avait le... Aujourd'hui, on dirait le buzz. Il avait le sens du buzz. Il se dit, on est en direct dans une émission, il faut des moments forts parce que c'est de la télé, donc on va donner le show, quoi. Ça, il était dans la vraie vie, donc c'était bien trouvé, ce petit truc. Et puis, c'est marrant, après, il y a une scène où ils font une séance photo. Et ils sont en train de faire un shooting dans l'eau. Et quand j'ai retrouvé ma collection, je me suis dit, non mais attends, est-ce que les mecs ont préparé tout ce qu'elle était les décors et tout? Alors je sais pas si c'est Yael ou son équipe ou d'autres personnes, mais je suis tombée sur un truc, non mais là, ça c'est des vrais magazines de l'époque. Alors j'espère que ça va pas faire trop de reflets avec la caméra, si, mais enfin tu les vois, bon bah ils sont ils sont à la piscine avec Adèle, Franck et Philippe. Ils sont en train de faire une espèce de... Alors avec voilà, là j'ai les spots là pour la caméra, donc ça fait un peu des reflets, mais tu les vois à la piscine en train de faire une acrobatie exactement exactement comme dans le biopic. Alors je sais pas s'ils sont inspirés de ces magazines de couverture, mais on dirait vraiment la même sens photo, quoi. Ils sont dans la piscine en train de faire les acrobaties comme dans la série, et t'as les palmiers derrière et tout. Donc, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, mais est-ce qu'ils se sont inspirés des vrais magazines de l'époque? Mais en tout cas, j'ai trouvé le clin d'œil joli. Et c'est à ce moment-là que le personnage de Salomé dit, c'est très bien, on voit que vous êtes des vrais amis. On commence les produits dérivés. Et là, t'as toute la petite scénette où tu vois tous les produits dérivés. Et ça aussi, c'est pareil, si t'as vécu cette époque-là. Mais c'était incroyable. Des fois, on dit que dans les séries, on en fait trop, on en rajoute trop, c'est trop exagéré. C'était rien par rapport à la vraie vie. Les produits dérivés, c'était l'overdose. Et ils ont... Je sais pas si on peut dire ça, mais c'était des influenceurs avant l'heure, les To Be Free. C'est-à-dire qu'ils ont proliféré leur marque. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné beaucoup d'argent. C'est-à-dire que, je crois que c'était Franck qui nous avait dit, ils étaient... la marque To Be Free, sur tout ce qui était l'aspect musical, appartenait à la maison de disques, mais pour tout ce qui était produits dérivés, ils avaient monté une société de production, et ça tout ce qui était l'exploitation de leur marque To Be Free sur les produits dérivés, ça leur appartenait. Et c'est là où ils ont eu tous leurs royalties à l'époque, parce qu'il y a eu tout, quoi. Je peux pas tout vous faire voir parce qu'on en aurait pour 3 heures, mais je vous inviterai à aller voir mon compte TikTok. Il y a le lien du compte TikTok dans la description de la chaîne YouTube où j'ai mis toute ma collection. C'était incroyable. C'est-à-dire que j'en ai quelques-uns, je vais vous les faire voir, mais ils avaient des licences chez tout le monde. Ils avaient les Panini, ils en ont fait, je crois qu'ils ont fait 3 collections de trucs Panini, et là c'est sur la période où ils ont fait beaucoup de merch, c'était sur 1 an et demi. Hein. Ils ont fait les collections Panini, ils ont fait la BD, ils ont sorti une bande dessinée à l'époque. Ils avaient leur magazine officiel, c'était des trimestriels, c'était, je crois qu'il y en a eu 7, où tu avais toutes leurs actualités et tout, et tu avais du coup dans les magazines, tu avais le catalogue du merch, parce que c'était une époque où tu n'avais pas internet, bien sûr, donc il fallait tout acheter via le fan club, et ils ont sorti une quantité astronomique de trucs. Comme on dit, il y avait à boire à manger, et l'expression elle est même pas exagérée, parce que t'avais de la papeterie, t'avais des jouets, là c'est une espèce de puzzle, t'avais, c'est quoi ça, le jeu des 7 familles, ils ont sorti un jeu de société, il y avait des montres, il y avait du parfum, là c'est le parfum que tu vois, il y avait des livres, il y avait des lampes, les lampes de chevet, ils ont sorti du linge de maison, c'est-à-dire des draps, des thés d'oreiller, des couvertures, ils ont sorti quoi d'autre? Là, il y avait tout ce qui était les sacs.
trousses de maquillage, les casquettes, les portefeuilles, les porte-clés, les posters, les t-shirts. Ils ont sorti des frisbees, ils ont sorti du chewing-gum. Il y avait du chewing-gum to be free. C'était du bubble gum avec des décalcomanies dedans. Il y avait les fameuses poupées. Ah, il y a les poupées qu'on voit dans le biopic. Elles sont là. C'était des espèces de Barbie à leur effigie. Et forcément, comme ils étaient 3, ils ont fait les 3. En plus, ça se vendait à l'unité. Ça coûtait 100... Si je me trompe pas, c'était 170 francs à l'époque. Et aujourd'hui, regardez la cote sur eBay, vous allez avoir peur. Hein. Aujourd'hui, la poupée, comme ça, elle coûte 100 euros. C'est devenu des poupées de collection, ça coûte 100 euros aujourd'hui sur eBay. La cote, elle est montée à 100 euros. Et ils avaient... Ils avaient même... Attendez, est-ce qu'on voit... Je crois qu'on voit dans le magazine. Ils s'étaient... Oui. Là, je sais pas si ça va se voir à la caméra. Vous avez une espèce de poster où ils sont devant des canettes. Et en fait, ils avaient collaboré avec une marque d'énergie drink à l'époque. C'est-à-dire que vraiment, c'était... tu te dis, s'il y avait eu les réseaux sociaux à l'époque, s'il y avait eu Instagram et TikTok à l'époque des Tubi-Free, ils auraient été sollicités par les marques tous les jours. Tous les jours. Ils avaient des licences chez La Vache qui rit, ils avaient des licences chez Brossard. Ils avaient... Mais tout, mais on les voyait partout. Et c'est... Moi, je pense que c'est... D'ailleurs, c'est pas expliqué dans la série, mais c'est là où les gens... Ça s'est retourné contre eux. Ça a fait l'effet inverse, en fait. À force d'être trop présent, trop dans... C'était l'overdose. Ça a fait qu'on a commencé à les détester parce que c'était trop. C'est-à-dire qu'on les voyait partout et c'était... Enfin, c'était même plus leur image de chanteur qui était mise en avant, ils vendaient une marque, et c'était une marque, c'était devenu une marque qui vendait de la marque. Et donc, aujourd'hui, tu vois, les influenceurs qui te vendent tout et n'importe quoi sur TikTok ou sur Instagram ou sur ce que tu veux, où c'est presque devenu la norme, ça choque personne. Mais à l'époque, c'était trop. C'est-à-dire que ils avaient exploité leur marque beaucoup trop forte, je trouve. Enfin, toi, aujourd'hui, avec leur recul, c'était l'overdose. C'est pas beaucoup expliqué dans la série, mais je pense que le merch, ça les a desservis au bout d'un moment. Et qu'est-ce qu'on peut noter d'autre sur l'épisode 5 ? Ah oui, il commence la tournée des Zéniths. Et pareil, les Zéniths, moi j'ai adoré ces séquences-là où tu les vois traverser la France. Les effets spéciaux sont super bien faits. Franchement, donc c'est toutes les scènes qui ont été tournées à Forêt Nationale. Et les effets spéciaux de la fosse et tout, c'est super bien fait. Et ça prouve vraiment le rythme qu'ils avaient. Et au plein boom de leur carrière, on leur demandait beaucoup. C'est-à-dire que je sais même pas comment ils ont tenu cette cadence. Je crois que c'était Franck qui expliquait que au pic de l'année 97, où vraiment on les a sollicités à fond, ils faisaient 4 zéniths par week-end. Cette agitation autour de nous. On arrivait à faire 4 zéniths en un week-end rempli à cette époque-là. Donc c'était pas mal, c'est 2 le samedi, 2 le dimanche. C'est-à-dire qu'ils faisaient deux dates le samedi, 2 dates le dimanche, en plus des autres dates de la semaine. Et j'ai retrouvé un truc dans le magazine officiel. À un moment donné, je vous fais voir, tu vois les dates de leurs vrais concerts. Et ça, du coup, c'est crédible dans la série. Parce que regardez, vous allez halluciner. Je pense qu'aujourd'hui, ça n'existerait plus. Là, c'était genre là, t'avais les dates de tournée. C'était le début de leur carrière, ça, le début. Hein. C'était leur première tournée. Ils regardent, à un moment donné, c'est là. Alors, je sais pas si au niveau de la caméra, on va le voir. Et tu vois les dates de concert. Il faut que je me remette comme ça, parce qu'il va y avoir le reflet sinon. Et tu vois, regardez bien, genre, se marquer lundi 23, mardi 24, mercredi 25, jeudi 26, vendredi 27, samedi 28, dimanche 29. Les mecs, ils faisaient 7 concerts par semaine. Qui fait ça aujourd'hui ? Personne. Aucun artiste ne fait 7 concerts par semaine du lundi au dimanche. Personne. Personne fait ça. Et c'est là que tu te dis, bah oui, c'est heureusement que c'était des gros sportifs et qui tenaient la cadence, parce que je sais pas comment leur corps a tenu avec un rythme comme ça. Des fois, tu te dis, mais c'est indécent de faire tourner tes artistes 6 jours dans la semaine. Du lundi au dimanche. Qui fait un concert le lundi soir déjà ? Aucun artiste fait des concerts le lundi soir. Non, c'est les jours off. Lundi, mardi, mercredi, c'est ce qu'on appelle les jours off. Et puis et encore, je dis, des fois c'est rare, mais souvent les concerts c'est vendredi, samedi, dimanche. Mais c'est jamais du lundi au dimanche. Enfin, et ça, c'est bien expliqué dans la série.
Quand tu les vois vraiment traverser la France partout, et qu'ils savent même plus où ils vont, ils savent même plus ce qu'ils font. Et en plus, c'était... Bah, d'ailleurs, je crois que c'est expliqué à un moment donné dans la série. Tu les vois faire les concerts, puis en même temps, ils font des interviews, des séances photos. Enfin, ils sont partout en même temps. C'était... je sais pas comment ils ont fait. Franchement, je sais pas comment ils ont fait pour tenir une cadence comme ça. Des choses à faire. On avait un planning. À l'époque, c'était des fax qu'on recevait tous les jours. Notre planning de la semaine, quoi. Et ça changeait tout le temps. On avait tout le temps une séance photo, une interview, un voyage, une radio, une télé, un studio, tu vois. Ça n'arrêtait jamais. Alors Et qu'est-ce que j'ai bien aimé? Ah oui, il y a un truc que j'ai trouvé incroyable aussi dans cet épisode 5, c'est le clin d'œil à Alliage. À un moment donné, quand Salomé regarde, elle est chez elle et elle regarde la télé, il y a le clip Baila qui se lance. C'était super beau. C'est un hommage un peu à Quentin. D'ailleurs, les gros plans qui se font, tu vois vraiment le visage de Quentin. C'était un clin d'œil, un joli clin d'œil subtil pour le rendre hommage parce que il est à peu près de la même génération que Philippe et puis il est décédé quoi 5 ans après Philippe. Donc quand il est décédé, le décès de Philippe était encore frais dans la tête des gens, donc ça a marqué aussi les fans d'Alliage qui se sont dit ah bah oui, bah nous aussi notre leader il est plus là. Donc c'était un joli clin d'œil. C'était je pense que je sais pas si Yael a contacté ou pas des membres d'Alliage, Steven ou Brian, qui sont encore un petit peu dans le monde médiatique, on va dire entre guillemets, enfin qui font quelque chose, qui sont connectés aussi avec tout ce qui est le monde des médias. Mais c'était joli parce qu'on a le clin d'œil avec les G-Squad avec le caméo de Chris Keller dans l'épisode où il y a le clip. Et là, le petit clin d'œil à Léa, c'était joli. C'était, tu vois, subtil, mais c'était... Et puis même quand à l'époque, quand t'avais vraiment les trois groupes, t'avais G-Squad, Alliage, To Be Free. Même si t'étais que fan de To Be Free, tu savais qu'il y avait Alliage et tu savais qu'il y avait G-Squad. Donc tu connaissais les têtes et tu savais quel membre appartenait à quel groupe. Donc faire ce petit clin d'œil à Quentin d'Alliage, c'était joli. Et qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ah oui, il y a... à un moment donné, t'as l'interview avec Fande, là. Et puis le groupe, il s'embrouille. Enfin, Philippe, il s'embrouille et tout. Et les deux autres, ils disent, non mais attends, tu vas t'excuser, là, t'as fait n'importe quoi. Et quand je suis retombée sur une archive sur TikTok, où tu vois une interview des To Be Free, où ils s'embrouillent. C'est vrai que quand tu dis stratégie de communication, nous, on ne sait pas ce que ça veut dire. On a une maison. Pas ce que ça veut dire. Non, mais ce on que n'a je veux pas dire. envie de prévoir une stratégie de communication. Ouais. Quoi? Non, quand tu coupes comme ça m'énerve. Ah d'accord, ok. Bon, vas-y. Ah d'accord. Vas-y. C'est tout en live. C'est nous, mais. Ouais, C'est pas grave, vas-y Adèle. Non, c'est bon. vas-y. Alors Franck, vas-y. Non, nous donc on n'a pas. Nous en fait la stratégie elle est pas de nous en fait. La stratégie elle est de la maison de disque maintenant. Devant la caméra. Et tu te dis, waouh, comment ça a été conservé au montage ça. Donc tu vois, t'avais quand même... Ok, c'était des potes, mais t'avais quand même des tensions. Et au bout d'un moment, c'est normal, il y avait des tensions parce que c'est Franck qui expliquait, ils travaillaient ensemble, ils vivaient ensemble, ils partaient en vacances ensemble, ils se voyaient tout le temps. Donc au bout d'un moment, ils saturaient. En plus, c'était 3 mecs, donc je pense que quand ça clashait bien. Parce qu'il y a un moment donné où tu es tout le temps avec tes potes, tous les jours, tout le temps, toute la nuit, on habite ensemble, on travaille ensemble, on faisait tout ensemble. À un moment donné, tu pètes un câble, tu n'as plus envie de les voir, quoi, pendant un certain temps. On partait en vacances ensemble, s'il te plaît. On était des oufs. Vous imaginez? Tout le temps ensemble. Et après, tu mets évidemment le problème de l'ego qui grandit, le problème d'argent, la fatigue. Bon, mais tu pètes un câble après, tu imagines bien que ça part en couille, le truc. Et quand je suis retombée sur cet archive sur TikTok, j'ai dit ah ouais. Donc en fait, des fois, ils se prenaient vraiment la tête devant les caméras. C'est-à-dire que c'était des vrais copains d'enfance, mais des fois, la coupe était pleine et ça pétait quoi. Mais c'est normal parce que c'était tous les humains au bout d'un moment. Je pense que quand tu vis H24 avec quelqu'un, tu te prends la tête au bout d'un moment. Et l'épisode va se finir sur le décès du personnage du père d'Adèle. J'ai trouvé la scène de l'enterrement au cimetière, là, elle était forte. Hein. Émotionnellement. Et là encore, tu vois, ça apporte... ça continue le fil rouge principal dans cette série, c'est-à-dire l'amitié. C'est-à-dire que là, c'est... Comme je disais, souvent dans la série, c'est Philippe qui va aller mal ou prendre la grosse tête ou
ou péter un câble ou je sais pas quoi, et les deux autres sont là pour équilibrer la balance, et là du coup bah, c'est Adèle qui est en deuil, et les deux autres sont là. C'est-à-dire que vraiment, quand il y en a un qui va pas, les deux autres sont là. Il y a toujours l'équilibre entre les trois, et je trouvais que cette scène, elle était bien... Elle expliquait bien ça. Et même à la fin, quand ils se prennent ensemble dans les bras tous les trois, tu sais, vraiment, ça fait comme un puzzle qui s'emboîte. Cette scène, elle est jolie. Ce plan, il est très joli, avec le vrai Franck Delay qui est toujours avec le... Tu sais, il y a toujours la notion du miroir, c'est-à-dire que t'as le Franck Delay qui te rappelle la vraie vie, et les acteurs fictifs qui te racontent quand même l'histoire, et en parallèle ça fait toujours un jeu de miroir comme ça avec ce que le vrai Franck a vécu et les personnages à côté. Je trouvais ce plan très joli, et je pense que ça a été dur aussi peut-être pour Franck à tourner cette scène, parce que tourner une scène dans un cimetière, une scène d'enterrement avec un cercueil, alors faux cercueil bien sûr, mais ça a dû lui brasser un peu, ça a dû lui dire ah oui, ça me rappelle aussi mon pote, tu vois. Et d'ailleurs, quand il y a eu le teaser en juillet, tout le monde a cru que c'était... Quand tu la vois, cette scène dans le teaser, et tout le monde a cru que c'était l'enterrement de Philippe, qui était raconté dans la série. Et tu vois, comme quoi, c'est... Dès que tu vois dès que les gens ont vu cette scène d'enterrement dans le teaser, ils ont tout de suite pensé à Philippe. Ça les a toujours tout de suite connectés à Philippe, alors que c'était pas le cas. Mais forcément, ça te rappelle ça. Tu vois les scènes... Tu vois une scène d'enterrement dans un biopic qui parlait de To Be Free, tu vas penser à Philippe. Indirectement, même si tu es en train de suivre l'histoire, même si tu sais que c'est le père d'Adèle dans l'histoire, tu penses, ça te fait forcément penser à Philippe. Et qu'est-ce que je pense que sur l'épisode 5, j'ai tout dit. Et l'épisode 6, je vais pas non plus, parce que là, parce que j'ai fait toujours mes notes. Hein. Je suis déjà combien là? Je suis déjà 20 minutes, tu vois. Je parle beaucoup trop. Et l'épisode 6, j'ai bien aimé aussi. Il y avait beaucoup de choses. Ça s'ouvre sur un truc, et ben c'est... Peut-être que c'est le truc le plus... C'est la scène la plus comique de tout le biopic, c'est l'ouverture du 6. Ça s'ouvre sur le clin d'œil pour être libre. Le sitcom de 97 qu'ils ont fait chez AB Productions. Et c'est super drôle. Franchement. En fait, ils ont parodié pour être libre. Et encore, c'est... Quand tu regardes l'original, en fait, en gros, ça s'ouvre, tu vois. Donc Namori, Marin et Antoine jouer, ils jouent un jeu dans le jeu, ils font la parodie de Pour être libre, ils se forcent à jouer mal, et c'est très très drôle. Et en fait, c'était pas si exagéré que ça, parce que franchement, tu vas voir Pour être libre, elle est sur YouTube, hein. Je crois que c'est les Générations Sitcom qui publient cette série sur YouTube, c'est le compte Génération Sitcom. Allez voir, si vous avez jamais vu cette série, allez voir le premier épisode qui s'appelle Vive les vacances. C'est tellement mal joué que c'est drôle. Oh mais bon sang! Mais qu'est-ce qu'il fait Adèle là? Bon, tu le connais, il est toujours en retard celui-là. Mais attends Adèle! Ce voyage, ça fait 4 mois qu'on en parle, tu peux pas nous faire ça comme ça! On a déjà eu du mal à convaincre nos parents de nous offrir ça comme cadeau, que tu peux pas nous faire ça, Adèle. Jusqu'à aujourd'hui, je ne réalisais pas l'effort que ça représentait pour les miens. Franchement, ils jouent tellement mal. Ils récitent leur texte. Et pour dire à quel point c'était mal joué à l'époque, c'est que quand je l'ai vu, moi, à l'époque j'avais 11 ans, et ben je trouvais déjà que c'était mal joué. C'est-à-dire que je me rendais compte que c'était mal joué alors que j'avais 11 ans. Donc quand tu les vois avec les yeux d'adulte, c'est encore plus drôle. Parce que c'est genre... Aujourd'hui, tu te dis, non mais comment c'est possible, comment ils ont validé ça alors que c'est... Mais en fait, ils avaient tellement un rythme horrible au niveau des tournages, ils devaient tourner un épisode par jour. Donc ils enchaînaient, évidemment, ils ne peuvent pas faire 200 prises. Donc ils étaient à flux tendu entre les tournages et les diffusions. Je crois que même à l'époque, ils avaient 6 jours d'écart entre le tournage et la diffusion vers la fin. C'était vraiment hyper tendu. Et donc, ouais, c'était mal joué. C'était mal joué, mais c'est drôle. Et puis, franchement, alors, bravo au travail des décorateurs de la série, hein, de la série Amazon, là. Parce qu'ils ont reproduit, mais vraiment au millimètre près, les décors de Pour être libre. C'est-à-dire qu'il y a les mêmes positions de chaises, il y a les mêmes couleurs, il y a les mêmes... ils ont reproduit le même générique, avec la même police d'écriture. Franchement, ils ont fait un truc... Il y a un moment donné, même, tu vois, genre, la position de l'extincteur, la position des affiches, c'est la même chose. Tu pourrais faire un coller-copier entre les épisodes de Pour être libre et puis la scène comme ça dans Culte. C'est la même chose, quoi. C'est la même chose. Et c'était super drôle, cette scène. C'est quand ils s'auto-parodient... Franchement, je me suis dit, ah ouais, c'est super. Et
Et oui, et qu'est-ce qu'on voit d'autre dans ce... Ah oui, et c'est là, il va y avoir 2 scènes clés dans cet épisode final. C'est le personnage de Franck qui va se sacrifier pour absolument sauver Bercy. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va voir le comptable, il lui dit bah, je vide mes économies et on maintient le concert pour... même si on le joue vide, c'est pas grave, on va payer le déficit de la recette. Enfin, je sais pas comment il explique. Et que le personnage de Jean-Loup lui dit mais vous êtes fou, vous allez vous endetter sur je sais pas combien d'années. Donc c'est là que tu vois le sacrifice de Franck. Et il y a toujours cette notion d'amitié, même dans le dernier épisode. C'est-à-dire qu'ils vont absolument vouloir maintenir le concert de Bercy pour que Philippe aille mieux, pour que pas que il voit bien que c'est très important pour lui le concert. Et il va faire cette opération commerciale dans le supermarché avec le vrai Franck. Et pareil, cette scène-là, je pense que pour Franck Delay, ça devait être très bizarre à tourner parce que ça lui a rappelé, je pense, les fans de l'époque, les dédicaces, quand il y avait des débordements dans les séances, genre les FNAC et tout. Parce que les figurants, c'est pareil, ils sont hystériques et tout. C'est marrant ce parallèle entre la vie et la fiction avec le vrai personnage de Franck Delay. Donc c'était sympa. C'est une scène qui est super touchante, mais à un moment donné, tu le vois, il lui apprend les pas. Alors c'est marrant, c'est le contre-emploi complet parce que c'est Marin Judas qui apprend les pas à Franck Delay, alors que normalement c'est l'inverse, quoi. C'est des petits trucs comme ça mignons où on prend le contre-pied de la vraie réalité. Donc c'est très drôle. C'est très drôle. Et c'est vraiment le... Ouais, et plus tard dans l'épisode, c'est Adèle qui va aussi faire en sorte de trouver une solution pour sauver Bercy. Pareil, donc Franck et Adèle sont là pour Philippe. Et voilà, il y a toujours cette balance entre les trois qui s'équilibre, qui donne une bonne complicité. Et lui, il va dire, on va ramener les caméras à Longjumeau et on va faire voir que... Voilà ce que c'est notre vraie vie, quoi. C'est-à-dire notre vie avant le succès, notre banlieue qu'on chérit. Et ça m'a fait penser aussi, pareil, à un reportage qu'ils avaient fait dans la vraie vie, c'était Envoyé spécial, où ils avaient demandé à des caméras justement de les filmer. Enfin, ils avaient voulu faire un reportage à l'époque sur eux. Ils étaient allés les filmer à la MJC, dans leur cité où ils avaient grandi, au gymnase de Longjumeau. C'était... Quand tu leur vois aujourd'hui ce reportage, il est super touchant, parce que tu les vois dans leur banlieue quand ils étaient que Philippe Francadel et pas Philippe Francadel et Tubichuy. Et c'est exactement ce qu'on retransmet dans la série. C'est et à un moment donné, les trois personnages marchent et ils se comportent comme s'ils étaient pas des stars. Enfin, c'est très très joli cette scène-là, parce qu'en fait ça boucle la boucle. C'est-à-dire que le début de la série, on commence à Longjumeau, c'est trois potes d'enfance qui sont pas stars et on l'a fini à Longjumeau. Ça fait vraiment une boucle. C'est-à-dire qu'on commence à Longjumeau, finit à Longjumeau. Et dans ces scènes-là, ils sont naturels comme ils étaient dans la vie. C'est-à-dire que tu les vois, surtout le personnage de Philippe, qui est beaucoup plus calme, qui est posé, qui est content de retrouver sa cité. Et même encore aujourd'hui, à Longjumeau, tu parles de Philippe Francadel, tout le monde se rappelle d'eux. Tous les gens qui les ont côtoyés à cette époque-là se rappellent d'eux. À la mairie, ils savent qui est Philippe Nicolic, Franck Delay et Adèle Kechermi. Même les gens qui sont pas de cette génération, qui travaillent aujourd'hui à Longjumeau, dans les commerces, tout le monde les connaît. C'était les stars locales de l'époque. Et ils ont vraiment marqué le truc du truc, genre, c'était des jeunes de banlieue qui ont réussi dans un monde artistique. Et c'était un modèle, je pense que c'est toujours un modèle pour cette ville. Tout le monde se rappelle d'eux, ils seront toujours connotés à Longjumeau. C'était bien amené, c'était touchant. Et ça se finit sur le concert de Bercy. Et le concert de Bercy, ça va être c'est ce qui a été le summum de leur carrière. Ça a été le pic de leur gloire, c'était Bercy. Et c'est bien d'avoir fini la série sur ça. Sur une note positive. Les effets spéciaux sont super beaux. Franchement, il n'y a rien à redire sur les effets spéciaux. Je pense que les figurants se sont éclatés. Et c'est là aussi que tu ressens aussi la magie des années 90 sur le concert, c'est-à-dire pas de téléphone portable. Quand tu vois les lumières, c'est les briquets. Je pense qu'à l'époque, tu vivais ton concert à fond, quoi. Parce que t'avais pas de téléphone et les souvenirs, c'était ta tête qui les enregistrait. Ta mémoire, enfin, les souvenirs du concert, c'était ta tête qui les photographiait finalement avec ta mémoire. Donc aujourd'hui, tu passes ton temps à filmer avec un téléphone portable. À l'époque, tu regardais et t'étais dans le truc et tu vivais le moment. Et même pour les artistes, ça devait
ça devait être agréable de croiser des regards et pas des... Aujourd'hui, je pense que les artistes, ils voient tous des iPhones et tout, là, en mode enregistrement, je sais pas, ils doivent se dire, ouais, bah super, je chante en face de téléphone portable, quoi. Ça doit être bizarre pour eux, franchement, aujourd'hui. Enfin, ouais, et puis la scène aussi à la fin où tu vois les 3 acteurs qui s'enlacent, pareil, sur la scène avec toute la fosse qui est devant eux, avec les lumières et tout, mais ce plan, il est incroyable, il est magnifique, ce plan, franchement, j'ai adoré. Et l'émotion de tous les acteurs, c'était bien, c'est ça, la mise en scène à la fin, quand tu vois tous les acteurs s'installer dans les gradins, et puis ça se finit sur Franck Delay, qui est super ému, et après tu vois les vraies images de Franck et Adèle. Ça, c'est le moment le plus touchant de la série, c'est ça. C'est quand tu vois les vrais protagonistes parler, même pour les gens qui n'ont pas suivi, qui n'ont pas connu To Be Free, qui n'ont pas connu l'époque. Tu sais très bien, tu comprends de toi-même. Si c'est un jeune de 20 ans qui ne connaît pas To Be Free, il va comprendre de lui-même que c'est les vrais acteurs, quoi. Enfin, c'est les vrais acteurs. C'est les vrais chanteurs des To Be Free. Et c'était joli de les avoir mis comme ça à la fin. Et tu sens l'émotion dans leur témoignage. Quand tu vois Franck pleurer, je te jure, ça nous a foutu un coup au cœur à tout le monde, je crois. Hein. C'est... Même Adèle, qui s'exprime pas beaucoup sur cette période de sa vie, et qui s'exprime pas beaucoup sur Philippe non plus, comme ça, face à une caméra. Magnifique ce plan, magnifique cette scène avec les deux. Leur témoignage comme ça, tu vois, c'était court, mais c'était fort en émotion, c'était sincère, c'était... tu sens que c'était pas juste des copains ou des chanteurs ou des collègues de travail, si on peut dire. C'était quasiment des frères. Je pense qu'ils se sont toujours considérés comme des frères. Et le plan à la fin, quand t'as Franck, Adèle et que Yael a volontairement mis une chaise vide au milieu des deux pour symboliser Philippe, qui est plus là. Oh, ce plan, quand ça se finit comme ça, tu vois les deux avec la chaise vide au milieu, symboliquement en plus au milieu, parce que Philippe était toujours au milieu pendant les interviews. C'était un plan magnifique. Il est magnifique ce plan, ça, vraiment, ça... Oh, ça m'a retourné, quoi. Franchement, quand je dis, ouah, ça se finit comme ça, c'est... Je pense que... Enfin, en tout cas, c'était un bel hommage à lui. J'espère que de là où il est, il a regardé, il est content. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre? Et oui, c'est... Quand tu vois l'émotion de Franck et Adèle, tu dis que... Je pense qu'ils n'ont jamais fait leur deuil. Ils le feront jamais. Ils ont passé 25 ans ensemble, quasiment. Ils sont connus à 10 ans. Allez, on va dire que... Ils ont quoi? Je crois que Franck avait dit il parlait plus à Philippe 1 an avant sa mort, 2 ans avant sa mort. Enfin bon, bref, ils ont passé, allez, on va dire, ils ont passé 24 ans de leur vie ensemble. Donc c'est énorme, quoi. C'est surtout à l'époque du Wi-Fi, ils se voyaient tout le temps. Donc ils ont vécu un truc à 3 qui sont les seuls à connaître, je pense. Ils ont vécu des années où ils seront les seuls à comprendre l'alchimie entre eux, et c'est pour ça que c'était fort, quoi. Et c'est là que tu te dis, bah, j'espère que ce sera le plus tard possible, mais le dernier qui va rester des 3, ça va être dur, hein. Ça va être dur pour lui, hein. Que ce soit Franck ou Adèle, tu te dis, bon, bah là, sur les 3, il y en a plus que 2, et un jour, il n'y en aura plus que 1. Le dernier qui va rester, ça va être dur pour lui, hein. Parce que vraiment, ils ont vécu un truc ensemble qu'ils sont que 3 à comprendre ce qu'ils ont vécu. Mais c'était joli. En tout cas, j'ai bien aimé... on va conclure là. J'ai bien aimé dans cette série 6 épisodes. Alors, je vais déjà dire... Les points négatifs, je dirais, c'est... Des fois, ça manque de rythme. Je dirais l'épisode 1 et 2, ça manque beaucoup de rythme. Ça a du mal à décoller. Le 3, je trouvais que... Non, c'est le 4, pardon. Le 4, que je l'avais dit quand j'ai fait le débrief, je trouvais que le truc retombait un peu. On était moins dans l'action, moins dans le truc, on faisait trop de focus, on faisait beaucoup de focus sur Philippe, mais en même temps, je crois que le fil rouge de ce biopic, c'est ça. Comme c'est un biopic aussi en hommage à Philippe, on met beaucoup le personnage de Philippe en avant, et les deux autres sont toujours là pour faire la balance. C'est ce que j'ai expliqué tout au long des débriefs, c'est l'alchimie qu'il y avait entre les 3 qui faisait qu'il y avait un équilibre. Mais des fois, ouais, voilà, je dirais, des fois ça manque de rythme. Après, peut-être que c'est parce qu'on est fan des To Be Free et qu'on voulait plus de
de temps fort, je sais pas comment on dit, plus de rythme. Le 1 et le 2, ça nous présente les personnages, mais ça nous les présente trop longtemps. Je trouve qu'on fait trop un focus sur le caractère des personnages, sur la banlieue, sur... Alors c'est bien, ça aurait été bien sur le premier épisode, c'est tout. Mais le 2, je trouve que on aurait pu passer tout de suite dans un truc beaucoup plus... Alors oui, le 2, il rencontre Salomé, il y a tout le truc de l'enjeu de la maison de disques, mais ça aurait peut-être pu être résumé presque dans le premier, celui-là, tu vois. Et le 3, on démarre tout de suite le fait que ce soit des Tubifuis. C'est juste ça que je reproche. Mais après, voilà, des gens qui n'ont pas connu les Tubifuis, qui découvrent la série, qui n'ont pas connu le fait des boys bands, peut-être qu'ils ont besoin de 2 épisodes pour comprendre, pour qu'on leur explique la vraie amitié entre les 3, pour qu'on puisse comprendre l'histoire à la fin. Peut-être. Et sinon, qu'est-ce que... Ah oui, il y a un truc qui m'a gêné, c'est les acteurs qui gardent leur boucle d'oreille. Ça, je trouve que, je sais pas, j'ai pas trop aimé. Qui gardent, que Marin, Antoine et Naomori gardent leur boucle d'oreille tout au long de la série. Et les rares fois où ils les enlèvent, c'est quand, par exemple, il y a les 8 machines, ils les ont pas. Sur les scènes des concerts, ils les ont pas, mais quasiment dans toute la narration fictionnée, un peu, ils les ont. Et ça, c'est un truc, ça m'a gêné, ça. Parce qu'ils ont pas... Ils avaient pas de boucle d'oreille, les tués faits. À part Franck, mais plutôt sur la période de l'album américain. Mais quand ils étaient jeunes, non, ils avaient pas trop de boucle d'oreille, ça m'a un peu gêné. Mais sinon, c'est les seuls trucs que je reprocherais. Et les points positifs, ça nous a bien remis dans l'époque 90. C'est fidèle à ce qu'ils ont vécu. Franchement, sur les parties fictionnelles, il n'y a pas beaucoup de trucs. Les rôles secondaires, j'ai beaucoup aimé. Donc Daphne Burki, Grégory Montel dans le rôle de Salomé et Yann, j'ai adoré. J'ai aimé l'intervention de Franck et Adèle à la fin. J'ai aimé la bande-son qu'ils ont utilisée. Tout le travail aussi sur les effets spéciaux, sur les scènes de concert incroyables. Et les reproductions des décors. Par exemple, pour la petite séquence sur le sitcom, les décorateurs, ils ont fait un truc de fou. Enfin, il y avait plein de refs à leur vraie vie. Et c'est pour ça que, franchement, c'était super d'avoir le fait que Franck, Adèle, Valérie et Sacha ont été consultants sur cette série parce que ça reflète vraiment les vraies étapes de leur vie de façon très fidèle. Le travail des acteurs incroyable. Donc Antoine, Naomori et Marin, ils ont fait un travail de fou, que ce soit sur les caractères ou sur les performances physiques ou toutes les scènes de concert, tout ça, c'était surtout pour des acteurs qui n'ont pas connu cette génération. Ils sont nés en 97, je crois, quasiment tous. Ils n'ont pas connu Tubifi, ils n'ont pas connu l'engouement, ils n'ont pas connu... voilà. Et ils sont arrivés à reproduire quand même les mêmes caractères. Et c'était crédible. C'était crédible, on a vraiment l'impression que les 3 acteurs, ils avaient vécu un truc aussi d'amitié. Et ça se ressentait... Enfin, ça se ressent à la caméra. Ça se ressent dans le jeu. On a l'impression que vraiment, tu regardes la série, t'as l'impression que... Enfin, leur histoire d'amitié aux 3 personnages, tu y crois. C'est crédible. Donc ça, c'était super. Est-ce que j'ai d'autres choses à rajouter? Non. Merci Yael d'avoir fait ce projet, d'avoir fait revivre un peu nos années de fans. Qui l'aurait cru qu'en 2025, on parlerait d'un projet sur les Tubifuis? On n'aurait pas cru. Donc, je la remercie d'avoir fait ce sujet. Et puis je pense que... Ouais, j'espère que Philippe, ça a été fait pour lui aussi en grande partie. J'espère qu'il est fier de ça. J'espère que peut-être que là où il l'a regardé. Est-ce qu'il aurait accepté ce projet s'il avait été encore en vie? Je sais pas, parce que Philippe, il a quand même pas mal d'ego. Donc, est-ce qu'il aurait accepté qu'un acteur joue son propre rôle? Je sais pas. Mais en tout cas, c'était un bel hommage. Et j'espère aussi que ça permettra aussi aux gens qui n'ont pas connu les Tubifuis, qui n'ont pas connu cette époque, de se rendre compte de ce que c'était les Tubifuis. Et même si t'as pas aimé leur musique à l'époque, tu peux pas leur enlever l'amitié qu'ils avaient. Ça, c'est un truc... ça se ressent bien dans la série, c'était exactement dans la vie, c'était des copains. Et le fait aussi que, voilà, ils se sont sortis de leur banlieue, ils ont réalisé leurs rêves, ça, c'est incroyable. C'est un modèle pour beaucoup de gens, ça a été un modèle pour des breakers qu'on suivi, même des mannequins. Souvent, les mannequins disent, oui, bah Philippe, c'était notre exemple, parce que c'était un mec qui était parfait, quoi. Ils ont donné aussi de la vocation sur des jeunes, sur le sport. Donc, ils ont été un modèle d'une génération, et tu vois, 30 ans plus tard, on en parle toujours. Donc,
Donc c'était génial. On s'arrête ici pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir suivi. J'espère que ces petits débriefs sur la série vous ont plu, vous ont appris des fois des trucs. Et puis c'est tout. Et si vous souhaitez voir les autres débriefs que j'ai faits, je les mettrai en recommandation à la fin de cette vidéo. J'avais divisé, voilà. Il y a une vidéo où vous avez l'épisode 1 et 2. Et il y a une vidéo où vous avez l'épisode 3 et 4 où je reviens dessus. Et voilà. Donc là, c'était le 5 et 6. Et la conclusion, merci Yael, merci Franck, merci Adèle, merci Valérie, merci Sacha. Et puis, c'est tout. À bientôt. Salut.